Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Unbedingt s'ouvre sur une nouvelle saison et pour cet épisode, nous allons changer de continent. Nous allons au Rwanda, dont parlent quelques ouvrages que nous aborderons par la suite. Mon invité est complice, Arnaud Leroux, est professeur d'histoire et de géographie. Bonjour Arnaud. Bonjour Colette. Alors Arnaud, le Rwanda, ce pays au cœur de l'Afrique, il compte parmi les pays francophones, mais je suppose que depuis la date fatale de 1994, il y a eu pas mal de changements. En effet, depuis 1994, le Rwanda est dirigé par le FPR, le Front patriotique rwandais, qui était une faction, un groupe rebelle qui était jusque-là basé en Ouganda, un pays anglophone, et dirigé par Paul Kagame, qui est toujours à la tête du Rwanda de nos jours. Et depuis 2010, il me semble, l'anglais est devenu une langue officielle du Rwanda aux côtés du Kinyarwanda. D'accord. Donc c'est une langue officielle à côté du Kinyarwanda ou la langue officielle ? Alors, c'est devenu la langue principale de l'enseignement et de l'administration. Le français a retrouvé par la suite un statut plus ou moins de langue administrative, mais comme langue seconde après l'anglais. D'accord. Mais alors, revenons aux origines. Avant l'arrivée des langues européennes, donc après 1885, après la conférence de Berlin, on y parlait le Kinyarwanda. Oui, en effet, c'était la langue commune aux habitants de l'actuel Rwanda, une langue du groupe Bantu, comme la plupart des langues d'Afrique centrale et d'Afrique australe, donc la moitié sud de l'Afrique. Et puis, après l'arrivée des colons, je suppose que tout a changé, mais tu peux peut-être nous donner quelques détails sur les colons. Alors, le Rwanda a la particularité d'avoir connu une double colonisation. Il a d'abord été colonisé à partir de 1885, et la conférence de Berlin par les Allemands. Le Rwanda faisait partie de l'Afrique orientale allemande. Et après la Première Guerre mondiale, pour récompenser la Belgique qui, justement, avait combattu les Allemands en Afrique de l'Est grâce à ses soldats congolais, la Belgique a reçu ce qu'on appelait un mandat de la Société des Nations sur une toute petite partie de cette ancienne Afrique orientale allemande, à savoir le Rwanda-Urundi, les actuels Rwanda et Burundi. D'accord. Alors, on imagine cela un petit peu d'une façon beaucoup trop rapide, mais je suppose que les gens s'exprimaient en Kinyarwanda, les colons sont arrivés, comme tu dis, les Allemands et puis les Belges, mais la langue n'a pas été introduite immédiatement. Je suppose qu'il y a eu des résistances. Alors, il y a eu des résistances, mais moins au niveau linguistique qu'au niveau culturel. La colonisation a surtout été marquée par l'introduction des missions avant tout catholiques, mais aussi luthériennes à l'époque allemande. Et ces missions vont avoir un rôle à la fois d'encadrement de la population, mais aussi de diffusion des cultures occidentales. Et c'est par l'éducation dans ces missions que l'allemand, dans le peu de temps de la colonisation allemande, mais surtout le français à partir du mandat belge sur le Rwanda-Urundi, va se diffuser d'abord dans les élites de la population et puis un petit peu dans le reste de la société. Donc, en gros, après la Première Guerre mondiale, il y avait une coexistence des langues, le Kinyarwanda et puis le français. Je suppose qu'il y avait encore de nombreux dialectes africains. Mais donc, finalement, il n'y avait, à l'origine, après la Première Guerre mondiale, aucune différence entre les groupes linguistiques et aucune différence entre les groupes ethniques. Donc on aurait pu se dire que la langue fédérait les communautés. La langue était en effet un élément fédérateur pour les populations qui habitaient le Rwanda actuel, mais aussi le Burundi. Le Burundi est à peu près dans la même situation que le Rwanda. Ce sont en fait
ce qui est perçu de nos jours comme des différences ethniques était à l'origine plus des différences sociales, c'était plus des clans, on pourrait comparer ça à des castes, entre les Tutsis qui étaient plus ou moins des éleveurs de bétail ou des commerçants qui avaient une place supérieure dans la société, les Hutus qui étaient plus ou moins des cultivateurs, et les Batois, donc eux qui avaient plutôt un rôle d'artisans, et qui, eux, plus ou moins, avaient une origine ethnique plus ou moins commune, ce qu'on appelait en gros, ce qu'on appelait à l'époque les pygmées. Et en fait, ces différences qui étaient avant tout sociales vont être transformées en clivage ethnique par d'abord les Allemands, puis les Belges, qui vont, par différentes disciplines pseudo-scientifiques, ossifier en fait des divisions sociales en faisant des divisions presque raciales, des divisions ethniques, entre Tutsis qui seraient d'origine nilotique, ils auraient remonté le cours du Nil à la fin du Moyen-Âge, et ils seraient plutôt grands, plutôt fins, avec la peau plus claire, et des Hutus qui auraient la peau plus foncée, qui seraient de stature plus petite et qui auraient des traits grossiers. C'est une construction coloniale. Auparavant, on pouvait passer plus ou moins d'une catégorie à l'autre. Il y avait une sorte de processus d'anoblissement. On utilise un concept occidental, mais on pouvait passer de la catégorie Hutu à de la catégorie Tutsi par le mariage ou par la volonté du chef. D'accord. Alors, et quand bien même la question serait naïve, comment en est-on arrivé à ce terrible génocide? Comment peut-on vouloir exterminer l'autre s'il parle la même langue, s'il a la même culture, si sa famille, ses ancêtres vivent dans le même pays? Pourquoi ? Il faut bien voir que les Belges, comme la plupart des colonisateurs européens, ont opposé différents groupes dans les sociétés coloniales, ont opposé différents groupes selon le principe du diviser pour mieux régner. Et cette opposition va être cultivée jusqu'à l'indépendance entre Hutu et Tutsi. Juste avant l'indépendance, en 1959, il y a une révolution, donc un peu dans le tumulte des accessions à l'indépendance des années 50-60. Le roi du Rwanda est chassé, il y a une révolution et les Hutus prennent pour la première fois le pouvoir. Il y a une vague de réfugiés Tutsis qui craignent des massacres, il y a des massacres, qui vont partir dans les pays voisins. En 1963, il y aura encore une nouvelle vague de massacres, et il y en aura un petit peu comme ça, à peu près toutes les décennies. Justement, les discriminations envers les Tutsis, cette espèce de revanche des Hutus, vont aller crescendo jusqu'aux années 1990, où justement ce FPR dont on a parlé au tout début va lancer une guerre contre le gouvernement de Kigali en 1990. À partir de ce moment-là, il va y avoir une réaction de plus en plus violente des Hutus, et notamment des extrémistes Hutus, qui va mener à ce génocide qui se déroulera sur une période très courte, en fait, en à peu près 100 jours, d'avril à juillet 1994. Et ce génocide, juste pour le rappeler, il a fait combien de morts ? On estime que c'est à peu près 1 million de personnes, 1 million de victimes en 3 mois. Alors, on ne va pas s'étendre sur le génocide en tant que tel. Un certain nombre d'ouvrages que j'évoquerai avec Nicolas traitent cette question. Alors, après le génocide, un certain nombre de choses ont changé. Est-ce qu'on peut dire que c'est la seule initiative de Kagame, qui est connue quand même pour être une personnalité dirigeante assez autoritaire? Alors, effectivement, il n'y a plus de distinction, on ne parle plus que de Rwandais, mais il y a aussi une mémoire collective, commune, qui est imposée d'en haut et qui, justement, ne souffre d'aucune contradiction de la part du pouvoir en place. Donc, effectivement, il y a un génocide, on cultive la mémoire du génocide, mais le processus de pardon n'a pas fait que des heureux, et il y a encore parmi les rescapés du génocide des gens qui se trouvent frustrés par
processus qui ont été mis en place, notamment cette justice coutumière, les tribunaux gacaca, qui justement prônaient le pardon, mais qui ont surtout permis de libérer une bonne partie des génocidaires. Donc il faut réussir à faire cohabiter dans ce nouveau Rwanda des rescapés des génocides, des anciens réfugiés qui ont fui les massacres précédents et des anciens génocidaires qui ne se sont pas forcément complètement détachés de leurs extrémistes hutus, qui l'ont peut-être abjuré officiellement, mais qui peuvent à tout moment, c'est toujours une crainte pour une partie de la population, qui peuvent à tout moment prendre les armes. Oui, et puis je suppose qu'il y a un certain nombre de génocidaires qui a pu prendre la fuite et aller dans les pays voisins, je ne sais pas, je pense au Congo ou à d'autres pays. Effectivement, en 1994, donc quand le FPR a pris le pouvoir, une bonne partie des Hutus et notamment des génocidaires a suivi la vague de réfugiés des Tutsis au Congo voisin et s'est donc retrouvé mélangé aux Tutsis qui avaient fui justement leur machette quelques mois plus tôt. Beaucoup sont revenus par la suite, mais il en reste encore beaucoup au Congo voisin et qui mènent parfois des incursions au Rwanda. Alors comme tu le disais au début, le français, après quelques moments d'hésitation, n'a évidemment pas disparu du Rwanda. Il est toujours présent et d'ailleurs c'est une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui a été élue secrétaire générale de la francophonie. Alors on a envie de dire, elle tombe à pic. Oui, en effet, elle a pris la tête de la francophonie au moment du réchauffement des relations entre la France et le Rwanda, qui sont restées glaciales en fait depuis 1994. La France étant vue comme une alliée objective du pouvoir Hutu, du pouvoir génocidaire de l'époque. Et c'est seulement depuis la première présidence d'Emmanuel Macron que les relations bilatérales se sont réchauffées entre les deux, ce qui a permis au Rwanda d'occuper cette place particulière dans la francophonie. Alors on dit du Rwanda, c'est certainement un petit peu un cliché, que c'est la Suisse africaine, c'est un pays moderne. On y parle bien sûr le Kinyarwanda, l'anglais, le français. Alors est-ce qu'on peut penser que l'anglais, nouvellement instauré au rang de langue officielle, contribue à combler le fossé invisible mais sensible entre bourreaux et victimes? En effet, l'instauration de l'anglais, c'est en fait créer de nouvelles bases pour ce nouveau Rwanda sans distinction ethnique et aussi arrimer le Rwanda à ce bloc de pays est-africains qui sont pour la plupart anglophones. D'ailleurs, le Swahili, qui est une autre langue véhiculaire de ces pays d'Afrique de l'Est, est en train d'acquérir aussi un statut semi-officiel pour pouvoir mieux intégrer le Rwanda à son environnement immédiat. Alors avec Nicolas, nous allons analyser quelques ouvrages dont l'action se déroule au Rwanda. Le premier, c'est un roman de Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, et l'action de ce roman se déroule dans les années 70. Alors, est-ce que, à ton avis, les années 70 sont importantes pour l'évolution qu'a pris le pays? Effectivement, les années 1970 sont un jalon important pour l'histoire ultérieure du Rwanda, dans la mesure où c'est dans ces années 70 que Juvenal Habyarimana, le président dont l'assassinat en 1994 va lancer le génocide contre les Tutsis, prend officiellement le pouvoir, et une prise de pouvoir qui s'accompagne une nouvelle fois de massacres de Tutsis et de nouvelles violences qui vont pousser des réfugiés hors des frontières du Rwanda. Alors tu parles d'assassinat, c'était le cas? Est-ce que ça a été prouvé ou... Alors, on ne sait pas exactement. Justement, le pouvoir Hutu de l'époque avait accusé le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, d'avoir fait exploser l'avion en vol. Mais il se peut aussi qu'une faction extrémiste Hutu en voulait à ce président pour avoir signé un accord de paix avec le FPR et justement l'a assassiné pour pouvoir mener à bien ses desseins d'extermination des Tutsis. Tu connais assez bien l'Afrique. Est-ce que tu as le sentiment qu'un jour, au Rwanda, on pourra parler d'une même voix? Est-ce qu'il y aura une vraie réconciliation? Alors, c'est possible. En tout cas, le pari de Paul Kagame,
l'idée, c'est d'unifier le pays par un développement économique sans précédent, car effectivement, le Rwanda, qui était un des pays les plus pauvres du monde dans les années 90, est un petit peu un des élèves modèles des économistes, car il a connu une croissance économique très forte depuis les années 1990, et s'est modernisé au point qu'on le surnomme, oui, effectivement, comme tu l'as dit auparavant, la Suisse africaine. Cette émission se termine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci Arnaud. Merci Colette. Et à la prochaine.